La créativité est la capacité de faire du neuf avec du neuf, de créer quelque chose à partir de rien. Elle consiste à exprimer des idées sans les retenir, à les dire et à communiquer. La créativité peut se faire par la parole, mais elle va au-delà de simplement parler. Elle nécessite de la volonté et de manipuler la matière avec intelligence. La créativité est différente du miracle, car elle transforme complètement les choses, tandis que le miracle ne fait que les transformer partiellement. La création originelle a été un acte de créativité, puisqu'elle est partie de rien. La créativité permet de créer quelque chose de neuf à partir de rien. La volonté et le facial atomique sont des techniques qui peuvent être utilisées pour renforcer la créativité. La volonté peut aider à arrêter de fumer, mais elle ne garantit pas l'efficacité. Le facial atomique permet de dissoudre la résistance de l'ego en informant les parties de l'ego qui travaillent contre elles-mêmes. Cette connaissance crée un canal entre le mental et la partie d'ego problématique, permettant à l'énergie de descendre directement vers cette partie pour résoudre le problème. Le faciolata est une technique qui facilite ce processus. La colère mentale peut être subdivisée en deux catégories, la colère mentale violente et la colère mentale douce. La colère mentale violente s'adresse au plan astro-extérieur et vise à établir une autorité mentale. Cependant, elle reste limitée car elle ne fait pas encore partie de la volonté de l'être nouveau. En revanche, la colère mentale douce se concentre sur le travail intérieur de l'individu et vise à développer un principe de volonté plus profond. La colère mentale royale est une mécanique qui permet à l'individu d'imposer son harmonique vibratoire dans l'astral planétaire. Pour atteindre cette étape, l'individu doit d'abord avoir établi une autorité mentale dans l'astral grâce à la colère mentale violente. Enfin, la colère mentale royale permet à l'individu d'agir en tant que gouvernement mondial. La colère royale est une pratique qui permet à l'individu d'agir en tant que souverain, en défaisant l'astralité qui entoure un événement, une nation ou un individu. Cela permet à l'intelligence de traverser et d'accomplir ce qu'elle peut accomplir, sans que l'ego puisse aller à l'encontre de cette intelligence. Les individus qui pratiquent la colère royale deviennent ainsi de bons souverains, donnant des ordres uniquement aux individus capables de les exécuter. D'autre part, la colère mentale douce permet à l'individu de progressivement énergiser la partie homme en lui, celle qui est pour le neuf, pour avancer dans la vie. Cette pratique permet de régler progressivement les souffrances d'évolution et de passer à une étape plus agréable et douce de la vie. Elle permet également de communiquer avec la partie homme plutôt qu'avec l'anti-homme, et de vivre des relations plus épanouissantes. Dans cette conversation, il est question de la transformation personnelle et de la manière dont on peut atténuer les perturbations de la vie. La personne parle de nourrir la partie humaine en soi afin de se rapprocher d'un esthétisme qui apporte un sentiment de paix et de réincarner les souvenirs agréables de l'avenir. Elle mentionne également l'ego comme étant un obstacle à ce processus. L'élément spécifique de 92 est mentionné comme marquant le début de l'apocalypse ou de la révélation. Ensuite, la personne aborde l'idée de vivre et se transformer à travers les événements, et exprime la confusion entre les deux visions. Il est expliqué que vivre, c'est simplement être là, observer les choses et développer les sens pour percevoir le mensonge cosmique. Les événements de la vie servent d'école pour nous enseigner des leçons, mais l'intelligence ne se soucie pas des événements, elle se concentre sur le développement des sens. Il est souligné que l'observation des choses amène du savoir, et lorsque ce savoir est suffisamment acquis, il se transforme en expression et permet de gérer sa vie en fonction d'un esthétisme de vie qui apporte une meilleure qualité de vie. Lorsque tu communiques, tu seras toujours défaite, car tu ne t'absous pas de tes réincarnations. Pour souder ces réincarnations, il faut observer les choses, laisser l'intelligence descendre, communiquer pour libérer la confiance et s'absoudre. L'individu cherche souvent à ajuster son intelligence à ses mémoires, son karma, ses problèmes non résolus, ce qui le rend souffrant. Il faut simplement s'absoudre de ces choses et vivre dans le présent. Parler affaiblit l'énergie, sauf en synergisation, où il y a une réelle communication sans perte d'énergie. L'intuition est du savoir, tandis que la volonté de faire vient de l'ego. Il n'est pas nécessaire de différencier les deux. L'intuition est la capacité de savoir quelque chose sans avoir de preuves tangibles. Elle révèle un état, que ce soit l'absurdité ou la beauté, mais ne donne pas d'ordre direct de bouger. L'intuition ne nécessite pas de vouloir faire quelque chose, elle se manifeste par le savoir préalable. Le savoir précède la volonté, qui à son tour précède la créativité. Observer,
Attendre et intelligencer sont des actions actives qui permettent de prendre des décisions en étant guidé par le savoir. Lorsque l'on se demande quoi faire et que l'on n'est pas capable de décider, il vaut mieux ne rien faire. Faciliter sa vie et cesser de se casser la tête permet d'agir en fonction de son intuition et de sa volonté. Il est agréable de se détendre et de laisser les choses se faire sans se préoccuper de bien faire. On est incapable de savoir d'avance si on fait bien les choses, donc il vaut mieux se relaxer. Un moment viendra où l'on aura l'énergie et la créativité pour faire ce qui doit être fait. Au début, il est évident que le savoir et la volonté nous entourent, mais il faut aussi avoir les ressources matérielles nécessaires. Il est important de connaître le principe de la colère mentale externe et de se déconnecter de ce qui nous manipule si cela n'est pas esthétique ou intelligent. La conscience est partout et nulle part, et le temps n'existe pas réellement. La formation et l'existence de la planète Terre sont abordées dans des conférences qui donnent des réponses plus détaillées. Il n'y a pas de chemin plus simple pour nos transformations, c'est une illusion. La spiritualité peut être intéressante, mais il n'y a pas de solution miracle qui bénéficie à la planète sans la mettre en danger. La personne exprime son constat selon lequel les êtres humains ignorent beaucoup de choses sur le fonctionnement du système et trouvent cela difficile et absurde. Elle souligne que l'intelligence humaine est à la fois une bénédiction et un fardeau, car elle engendre des questions et des frustrations. Cependant, elle croit en la possibilité d'un changement profond lorsque certains individus fusionneront avec leur conscience et leur esprit. Cette fusion permettra une mutation dans les stratégies de l'évolution, offrant de nouvelles perspectives et compréhension. L'intelligence pourra alors s'exprimer à travers ces individus, rendant la réalité plus cohérente pour les autres. Cela conduira à un véritable changement pour l'humanité, différent des changements causés par les événements douloureux du passé. L'accumulation d'énergie est nécessaire pour libérer l'humanité de ses formes actuelles, ce qui peut entraîner des chocs et de la souffrance, mais c'est le seul moyen de progresser et de s'en sortir. Ce texte aborde différentes idées liées à la souffrance, au choc, à la peur, et à l'évolution de l'humanité. Il explique que les êtres humains vivent des expériences qui leur permettent de libérer de l'énergie et de se connecter au supramental, ce qui entraînera des changements importants. Il souligne que de plus en plus de personnes seront capables de supporter l'intelligence et de communiquer avec elle, mais que beaucoup ne comprendront pas ces concepts et resteront limités spirituellement. L'auteur explique également que ceux qui se libéreront des anciennes croyances et des anciennes races pourront évoluer vers un état supérieur et vivre une expérience plus émancipatrice. Enfin, il fait référence à l'existence possible d'autres planètes découvertes par les chercheurs en aérospatiale. Un trou noir est un phénomène cosmique qui semble absorber la matière dans la galaxie. Il n'a pas de rapport avec le trésor des Templiers. Sur la planète Terre, il y a une centaine de petits trous noirs, dont le plus gros se trouve au Québec. Ces trous noirs se distinguent par des perturbations électromagnétiques et telluriques. Dans le système solaire, il existe également d'autres petits et gros trous noirs qui perturbent les orbites des planètes. Certains ont été découverts par calcul mathématique. Les télescopes n'ont pas encore détecté ces trous noirs, mais on suppose qu'ils existent car ils absorbent toute la matière. Les trous noirs ne sont pas des planètes, mais des phénomènes plus petits que des étoiles. Dans certains contextes, ils pourraient permettre des transports séraphiques. Malgré cela, l'intérêt pour un groupe au sein duquel l'individualisation est favorisée diminue avec le temps. Dans cette histoire, une personne raconte son expérience avec un groupe dans les bois. Au départ, ils étaient 70 personnes à courir dans le bois, mais 8 se sont perdus, une autre cherchait les toilettes, et une autre avait du mal à monter sa tente. Le narrateur a alors sélectionné les personnes qui apprenaient le plus vite pour former des chefs de groupe. Chacun avait 7 ou 8 personnes avec lui, ce qui rendait les choses plus faciles. Au fil du temps, certaines personnes quittent le groupe car elles ne sont plus capables de supporter les différences d'opinion et d'expression. Cependant, les individus restants doivent apprendre à travailler ensemble afin de créer un groupe solide et harmonieux. Après 2 ans et demi, la structure du groupe se rétablit progressivement. Lorsqu'ils ajoutent de nouveaux membres au groupe, cela perturbe l'équilibre, mais ils apprennent à s'adapter. Les personnes intéressées à rejoindre le groupe sont invitées pour 2 fins de semaine en tant qu'invitées afin de voir si elles peuvent s'intégrer harmonieusement. Finalement, le narrateur souligne l'importance de la communication et de la coopération pour maintenir un groupe fort et solidaire. La problématique abordée concerne la difficulté des individus à rester connectés et engagés au sein d'un groupe.
Lorsque les personnes commencent à s'individualiser et à se centrer davantage sur elles-mêmes, l'ego peut remettre en question l'utilité du groupe. Cependant, il est important de comprendre que même en s'individualisant, on a toujours besoin des autres pour vivre de manière énergétique. Il est souligné que l'ego peut travailler contre soi-même, car il a besoin de motivation émotionnelle pour agir. Lorsque ces motivations n'existent plus, on peut avoir le sentiment de ne plus rien vouloir faire. Cependant, il est expliqué que la créativité n'est pas une nécessité absolue et que l'important est de travailler ensemble, peu importe où se place le chaise ou le bureau. Parfois, durant le processus d'individualisation, les individus sont séparés ou confrontés les uns aux autres, perdant ainsi des opportunités de travailler en synergie. Il est donc suggéré de discuter et de trouver des solutions ensemble, plutôt que de se séparer. Elle est également mentionné que chaque individu a besoin de raisons pour agir et que certains peuvent être plus spontanés, tandis que d'autres ont besoin de plus de temps pour prendre des décisions. En conclusion, il est important de rester en communication et de chercher des solutions collectives pour maintenir l'engagement au sein d'un groupe, en prenant en compte les besoins et les individualités de chacun. Travailler en groupe permet de créer des synergies et d'augmenter notre potentiel énergétique. Cela nous permet également de travailler avec des personnes qui sont à notre niveau de compréhension et qui peuvent nous aider à prendre du recul sur notre ego. Le groupe crée aussi un foyer d'attraction énergétique qui attire davantage d'énergie vers nous. Il est important de ne pas chercher à toujours vérifier si nous sommes dans le bon état d'être, mais plutôt de nous laisser guider par notre expérience et les rencontres que nous faisons dans le groupe. Travailler en groupe nous permet d'être transparent et d'en parler aux autres, ce qui favorise notre croissance personnelle. L'aide d'autres personnes est très utile et donne beaucoup d'énergie. Cependant, au départ, cela peut accélérer l'attraction de l'énergie car cela augmente la masse. Être en groupe présente de nombreuses raisons intéressantes, notamment la disponibilité de ressources. Cela dépend du type de groupe. Par conséquent, l'importance de faire partie d'un groupe est subjective. Sur cette note, je vous souhaite une bonne semaine.